Bonjour et merci d'être tous là. D'abord, on devrait être un de plus que ça aujourd'hui. Marc n'est pas là, il a été hospitalisé, mais il sera avec nous quand même. Une autre personne aussi qui devrait être là, c'est Claire, dont la mère a été enterrée il y a peu de temps. Donc on garde 2 petites places pour eux. Donc on va vous présenter avec quelques diapositives tout le livre qu'on a réussi à sortir. C'est une aventure qui a commencé il y a exactement 10 ans, en 2015. On est 30 à avoir travaillé dessus, tous auteurs et ou illustrateurs. Donc c'est vraiment un ouvrage collectif et on était 4 coordinateurs, Meryl, Camille, Marc et moi, pour encadrer tout ce monde et arriver à formaliser ce travail, le faire passer dans un entonnoir qui en fait une production suffisamment aboutie qui puisse être éditée, puis vous êtes remise en main propre. Donc là, on va prendre la parole à tour de rôle pour vous présenter un peu dans quel esprit on a travaillé, ce qu'on a voulu développer. Et on ne va pas reprendre chapitre par chapitre pour pas que ce soit redondant avec le livre, mais on va plutôt se baser sur notre article fondamental qui est le manifeste, ce à quoi on tient, l'esprit des lieux. Et voilà. Donc le premier, c'est Gabriel. J'ai participé à pas mal de chantiers, j'y participe encore. Et les ateliers 3, par exemple, le transformateur, Nancy et d'autres. Et donc, j'avais envie de vous sortir des petites phrases pratiques, en fait, qui sont vérifiées depuis un bout de temps. Je vais d'abord vous parler des chantiers et vous donner 5 phrases. Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Organiser un chantier, c'est comme diriger un orchestre. On ne joue pas soi-même, mais on est très attentif à ce que chacun travaille en accord avec les autres et trouve sa place. Un bon repas procure l'énergie des chantiers. Pour préparer un chantier, il faut avoir un objectif à atteindre, appeler au téléphone les bénévoles une semaine avant, approvisionner les matériaux et le matériel, avoir un chef de chantier, avoir un cuisinier. Un chantier à 6 personnes, c'est serein. Faire avec ce qu'on a sous la main, il suffit de se retourner pour trouver ce dont on a besoin, car souvent la solution est près de nous. Transporter le moins possible. Voilà, 5 phrases. Dans les projets rustiques, la conception et le dessin naissent dès l'instant où on met les mains dans la terre, parce que jardiner, ça paraît pas, mais ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est souvent à ces moments-là que les bonnes idées viennent. Alors, ça ne veut pas dire que on délaisse le dessin quand on a le nez rivé au sol, mais le dessin, il permet justement d'avoir une idée générale, globale, de prendre un certain recul. Et ce dessin, il va progressivement se nourrir de ces expériences pratiques. Donc le trait, il n'est pas figé, il évolue dans le temps. Alors cette démarche l'invite à questionner les phases habituelles d'un projet qui veut que généralement tout parte du grand et aille vers le petit. Il y a une hiérarchie des échelles territoriales. Et là, au contraire, on pense que le petit, il nourrit le grand, il permet de réfléchir un peu autrement. Et c'est bien souvent quand on met en application des idées, qu'on les partage avec des habitants,
qu'on arrive à mieux faire ressortir des enjeux à l'échelle plus territoriale. Alors, il s'agit dans ces projets rustiques de composer avec le vivant, avec la terre, avec les plantes, avec les dynamiques, avoir un certain regard de naturaliste, regarder finement le terrain, comprendre de quoi il est composé, quelle est son histoire, comment il a pu évoluer. Cette attitude jardinière et ce regard particulier réclament une attention au temps qui n'est certes pas celui habituel, c'est celui du vivant. Et effectivement, la formation d'un bois elle réclame des décennies, tandis qu'un ourlet herbeux, c'est quelques semaines. Mais ces dynamiques que l'on a observées, elles aident aussi à se projeter le temps et dans l'espace. Alors, cette main jardinière qui se frotte au vivant, qui est écorchée, qui est salie de la terre, si on peut parler ainsi, elle est celle on pourrait dire, d'un paysagiste dit jardinier, dans la mesure où sa qualité, sa spécificité, c'est d'avoir ces connaissances du vivant, de pouvoir composer avec le vivant dans le temps. Dans ces projets rustiques, il y a un principe de base qui est de tirer parti de ce qui est déjà là. L'inspiration, elle naît d'un état des lieux qui est soigné, et dès l'instant où on fait l'état des lieux, on a déjà des idées de projets qui jaillissent. Corajou en parlait déjà dans sa lettre aux étudiants. Il y a une attention au vivant. Alors le vivant, il peut être bien sûr végétal, mais aussi animal. Et dans l'animal, on peut parler de l'être humain, qui a aussi sa part du projet, qu'il soit paysagiste ou habitant ou passant. Et donc on fait un matériau de ces éléments vivants, mais aussi des matériaux. Les matériaux qui bien souvent sont considérés comme des résidus, des déchets. Là au contraire, en faisant l'inventaire, en les regardant autrement, on va les considérer plutôt comme des ressources. À l'image d'une épluchure qui part au compost, on la considère comme une ressource pour le sol, pour ses cultures. Là, le matériau est une ressource pour le projet, quoi. Alors bien sûr, il faut être un peu connaisseur de tout ce qu'on pourrait appeler les biotechniques, des pratiques paysannes, bien souvent. Une fois qu'on a compris comment fonctionne le recépage, le plessage, et bien tout de suite, c'est une source d'inventivité. Et là, vous avez sur cette image une illustration d'une haie plessée, parfait exemple de la démonstration qu'on fait avec le vivant qui est en place. Et si je reprends ce que je vous disais au tout début par rapport au dessin, peut-être que le dessin initial n'était pas comme ça, et il a évolué en cours de route parce qu'on a fait un état des lieux fin des arbres en place. On s'est dit, tiens, à cet endroit-là, on va plesser, on va dessiner une forme qui est assez artistique et qui marque une limite, mais aussi qui donne à voir tout le paysage alentour, qui fait que ce projet s'inscrit parfaitement dans ce site. Alors maintenant, je voulais vous donner quelques idées d'esprit paysan. Quand on aime travailler la terre, elle nous le rend bien. Aimer les animaux sans faire de sentiments et aimer les arbres pour le bois qu'ils nous donnent. Il y a des saisons pour tout, labourer, terrasser, semer, sarcler, couper du bois. À force, avec l'âge, on les sent arriver et on s'y prépare. Attention, la nature a horreur du vide, elle ne pense qu'à boiser. Comme l'homme ne pense qu'à bâtir, soustrayons-leur de vastes surfaces pour pouvoir pâturer et cultiver en plein ciel. Quand on est content de son travail, qu'il fait beau,
qu'on boit un coup ensemble. Le paysage se lève à l'horizon. Pour rebondir sur des maximes comme ça. Donc là, une partie du livre aussi s'attache à ça, et puis à montrer aussi la dimension artistique qu'il peut y avoir en fait dans ces modes de pratique. Et là, par exemple, ça c'est à Naveil. On est sur un terrain qui est assez plat, et donc c'était un peu pour avoir des émergences comme ça, pour attirer l'œil, pour interroger. Il se trouve aussi qu'on travaille avec des artistes. Donc là, c'est avec Polisky, qui est un artiste russe qui a travaillé qui a dessiné ce belvédère à la carrière de Fégréac. C'est vraiment une collaboration paysagiste-artiste. Et là, vous voyez, une fois que l'œuvre est achevée, ça c'est Cyrano de Bergerac, c'est une représentation de 2019 qui est tenue avec le belvédère qui est derrière. Et voilà, et moi je voulais montrer cette image qui est très, très, très romantique, mais du belvédère comme ça qui est érigé sur le haut du front de la carrière. Ça, c'est très beau aussi, c'est au Transformateur à Redon. Et donc, c'est cet ancien bâtiment, en fait, qui a été conservé, dont on a enlevé la toiture, un peu comme si on enlevait le couvercle, et qui a été rempli de manière assez technique, en réalité, pour que ça puisse tenir et puis que ça fonctionne, que ça éventre pas tout, j'imagine. Et donc, on voit que c'est tout ce qu'on n'a pas pu réutiliser, mais qui trouve quand même une seconde vie dans la manière et le soin dont il est rangé, assemblé, considéré, et pas enterré ou exporté loin des yeux. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand même dans les projets dans ce livre. C'est vraiment une considération de ce qui est souvent déconsidéré. C'est valable pour des matériaux, mais c'est valable aussi pour des lieux, pour des sols imperméabilisés, plus du tout vivants, dégradés, des friches industrielles, des quartiers aussi en déshérence et mal aimés. Voilà, ça c'est... voilà, est-ce que c'est de l'art ou de l'artisanat? Mais c'est des murs digues toujours qui avaient été faits avec des anciens parpaings au transfo. Ça, c'est ce que vous appeliez la green dynamite. Et donc, c'est ces boutures de saule qui étaient mises dans le sol pour faire éclater la dalle à terme. Donc, c'était des trous qui étaient faits, j'imagine, aux forêts, à la perceuse. Et puis cette dernière image qui montre aussi toute cette dimension poétique, enfin de considération, ça c'est le Jardin des Mousses, toujours au Transformateur. Ça a fait l'objet d'un travail étudiant. Voilà, de cette dalle qui a été colonisée par la mousse et qui a été transformée par l'acte de jardiner, d'en prendre soin en vrai jardin. Ces exemples qui vous sont présentés posent à la fois la réalisation, ce qu'on expose dans le livre, mais aussi la question de la commande. Comment est-ce qu'on arrive à susciter cette commande, à la façonner et la faire évoluer vers ce type de réalisation? Et comment l'autre question qui est posée, c'est comment un paysagiste arrive à développer ces méthodes pour faire émerger ces projets. Alors, déjà, la première chose, c'est par l'enseignement. Il faut quand même le rappeler, on est dans cette école, c'est quand même ici qu'est née ces différentes pratiques, à travers, on l'a vu, le jardinage, à travers les APR, à travers des ateliers conduire le vivant, et à travers d'autres séminaires. Les attitudes qu'on essaye de développer sont un peu polyvalentes. À la fois, des fois, on est comme sur le dessin, on est des moines soldats, des gens qui un peu comme des missionnaires, dirait un collègue architecte qui travaillait avec nous en milieu rural, parce qu'il faut y croire, et des fois on est un peu à prêcher loin au milieu du désert. On est toujours en équilibre par rapport aux contraintes réglementaires, par rapport aux lois qui s'imposent à nous. On est aussi pionnier parce qu'il faut rechercher à la fois les techniques, il faut rechercher les gens, il faut aller se chercher soi-même et aller chercher ses collègues pour réussir à aboutir les projets. Et puis, donc on est sans arrêt en déséquilibre avec nous-mêmes, et c'est aussi ça qui fait qu'on est obligé de se dépasser. Ces chantiers-là n'ont de sens que parce qu'ils sont collectifs et parce qu'il y a tout un groupe, et tout notre savoir-faire est de trouver ces parallèles et ces capacités à faire groupe pour pouvoir réaliser ensemble. La commande publique ne nous aide pas forcément
a priori, pour réaliser de telle et telle façon. Il y a ce qu'on appelait autrefois le code des marchés publics, enfin, ce qui revient à peu près au même aujourd'hui. Mais c'est à nous aussi d'être suffisamment inventifs pour pouvoir répondre de façon originale en proposant des réponses qui ne sont pas forcément des objets finis, mais des méthodes de travail et de travail avec la maîtrise d'ouvrage pour la faire évoluer, pour bousculer la commande et aller sous forme d'essais progressif vers une réalisation, puis une gestion, puis une nouvelle réalisation, etc. Donc, au lieu d'avoir un cheminement linéaire, ce qu'on vous présente dans ce livre, ce sont plutôt des réalisations qui s'enchaînent les unes les autres et qui se renforcent les unes les autres, qui se recomposent les unes sur les autres. Donc on essaye de les schématiser comme ça. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est pour dire qu'on n'est pas dans un schéma linéaire, on est dans une recomposition à chaque fois, dans une réinvention. Mais à la fois, c'est très simple. Ça ne supporte pas, évidemment, un chiffrage de la mission a priori sur la quantité de travaux qui est programmée et de dire quel pourcentage on va retirer. C'est pas du tout ça. On est plutôt sur un chiffrage de la mission à partir du temps qui va être passé. Et donc, les essais servent à justifier et à cadrer ce temps possible. Donc, les missions études, réalisation sont extrêmement liées. On n'est pas dans cette ségrégation temporelle où il y aurait vraiment le travail en bureau d'études, en chambre, puis après un appel d'offres, puis après une entreprise, puis après un gestionnaire, avec un maître d'œuvre qui se baladerait plus ou moins heureusement entre tout ça. Là, le maître d'œuvre, il est obligé de travailler avec les autres. Et les autres sont parfois aussi importants, puisque ce qu'on dit sur le chantier, une phrase que Gabriel aurait pu citer, c'est « celui qui fait, qui dit ». Donc les marchés publics peuvent être aussi des poids qui peuvent s'imposer à nous. Les règles, les habitudes peuvent être plombantes, mais à nous de les renverser et à faire en sorte de jouer avec. Ça peut être sous les formes de marché de conception-réalisation, ça peut être sous les formes de toutes petites missions qui s'élargissent, ou ça peut être, comme on le voit dans certains chapitres du livre, des missions qui étaient plus larges au départ, qui débutent sur la forme de réalisation d'un jardin expérimental. Donc on inverse les priorités pour le plus grand bonheur de tous. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les pratiques, c'est souvent le plus cher qui est le plus qualiteux. Nous, la pratique qu'on essaye de porter, c'est au contraire, le moins cher peut être tout à fait aussi qualiteux. Et tout simplement, c'est l'énergie collective qui nous fait nous dépasser nous-mêmes et qui fait dépasser la maîtrise d'ouvrage, qui surprend souvent les gens qui passent commande et qu'on a aidé à accoucher de leur commande. Et c'est ça qui permet d'avoir cette vraie qualité, parce qu'il y a une énergie collective, un esprit qui se dégage. Ça peut être appliqué évidemment sur des espaces qui sont très modestes. Voilà le plus petit chantier dans un village de Beauce. Et l'image précédente était sur le parc naturaliste de Nancy, où on est à une échelle beaucoup plus importante, au milieu d'un quartier, vraiment l'échelle d'un parc en pleine ville. Les outils que nous utilisons ne sont pas forcément des outils manuels. Le jardinage est une base importante, puisque c'est le travail avec les mains, avec les outils à manche, avec les outils qui coupent. C'est très important. Et dans l'enseignement aussi, c'est aussi ça qui fait notre entrée en matière. Mais au contraire, nous ne reculons pas devant l'usage des machines, puisque le travail avec les entreprises lui-même est bienvenu. Les entreprises ont toute leur place dans ce type de chantier. Elles apportent énormément de technicité, de savoir-faire, de manipulation de gros engins. On change d'échelle, mais l'esprit peut complètement demeurer. Et là, on a une belle illustration avec un des engins qu'on utilise les plus fréquemment, la pelle mécanique, qui est vraiment un outil polyvalent qui à la fois peut niveler, transporter, creuser, décompacter. Enfin, c'est formidable. Donc,
on n'est pas du tout braqué sur une échelle de jardinage, pas du tout sur l'échelle de la crèche de Noël, comme dirait Corajou autrefois. Au contraire, on peut passer à des échelles beaucoup plus grandes, avec des machines beaucoup plus puissantes, qui donnent des résultats tout aussi intéressants, à condition de savoir les guider. Et là, encore, le savoir-faire des conducteurs d'engins, le savoir-faire des conducteurs de chantier est précieux. Alors peut-être une des dimensions qui est importante aussi dans ces projets qu'on décrit dans l'ouvrage et qui sont des expériences parmi d'autres, c'est la dimension collective du travail, qui est une dimension collective élargie, professionnelle, non professionnelle, ensemble autour d'espaces sur lesquels on va travailler. Je dirais que aussi l'attitude, en tout cas la méthode de travail qui est la nôtre, qui consiste à travailler sur le terrain le plus possible, de l'état des lieux jusqu'à des phases de chantier, d'essai, dans des phases de conception même, puisque pour certains d'entre nous et parmi les projets qui sont décrits, il y a même des phases de travail de conception en résidence sur certains sites. Donc l'idée d'immersion vraiment dans le projet, elle est là aussi pour pouvoir réunir le collectif de travail qui s'appuie sur les usagers, les habitants, les professionnels peut-être des services des communes dans lesquelles on va être amené à travailler, d'autres professionnels des entreprises, enfin de réunir tout ce monde avec ses compétences et ses savoirs, notamment les savoirs d'usage. En fait, l'expertise d'usage des habitants et des usagers a une place très importante dans les projets tels qu'on cherche à les fabriquer, puisque c'est sur cette expertise et ces connaissances du quotidien qu'on va s'appuyer pour pouvoir concevoir. Donc il s'agit là quand même aussi d'essayer de trouver une posture en conception qui va un peu se déplacer, ne pas travailler en tant qu'expert qui vient apporter quelque chose, un savoir, mais plutôt qui vient entendre, qui vient réunir, qui vient aussi proposer des choses, bien sûr, des idées ou des solutions techniques ou des résolutions, qui vient un peu jouer ce rôle aussi de chef d'orchestre dont on parlait. Cette dimension, elle est présente au travers des réalisations en chantier, mais elle est présente aussi au travers de tous les temps qui peuvent être organisés et le plus souvent sur place, je dirais, c'est quand même un des traits communs aussi des projets qui sont décrits. Parce que on a cette notion que dans cette idée notamment du droit à l'erreur, on peut s'appuyer et même découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées dans les projets par les personnes qui viennent participer, réaliser conjointement avec nous, qui vont à un moment donné saisir une opportunité d'exprimer quelque chose, peut-être de se tromper, peut-être de... quand on regarde cette photo. En tout cas, on a aussi la place pour ce droit à l'erreur et pour ces idées qui vont fabriquer un projet qui n'était pas attendu dans le dessin original, qui va peut-être même être repris. S'il s'agit d'un chantier d'essai, on va se saisir de l'idée qui a émergé lors de la réalisation et lui donner une place dans le dessin. C'est aussi grâce à ces outils des paysagistes qu'on peut en fait donner une forme un peu ambitieuse à différentes idées qui parfois sont un peu éparses. En tout cas, c'est vraiment dans cet esprit de donner une place plus importante à l'expertise d'usage et à la réalisation collective qu'on a toutes et tous travaillé. Et comme le disait Camille tout à l'heure, je dirais aussi qu'on a à cœur d'apporter un soin aux espaces du quotidien, et quels qu'ils soient, c'est-à-dire que beaucoup d'espaces sur lesquels on a été amené à travailler lors de ces projets sont dans des espaces parfois très déshérités, dans lesquels il y a beaucoup de rebuts, de déchets ou de choses on peut passer si tu veux, merci. Dans lesquels il y a beaucoup de choses à réemployer. Et en fait, cette notion d'inventorier déjà toutes les ressources en place et puis de leur redonner une place dans le projet futur, qui vise aussi à garder l'esprit des lieux. Ici, c'est le chantier, par exemple, du jardin des Thermopyles à Paris par le collectif Shifumi. C'est une des habitantes, d'ailleurs, une des adhérentes à l'association qui a créé ce jardin, qui parlait beaucoup de cet esprit des lieux, parce que le réemploi de toutes les matières va aussi permettre à tous les usagers et habitants qui étaient attachés et connaissaient ces espaces auparavant, de s'y retrouver, d'y retrouver une part de ce qu'ils connaissaient déjà, et de ne pas faire une table rase
de tout le passé ou tout l'espace auquel ils étaient attachés, qu'ils connaissaient très bien auparavant. Je pense qu'on peut... Voilà, et on voit aussi donc, toutes les possibilités qui déploient les forces de nos collectifs dans la rencontre de personnalités, compétences, différentes pratiques aussi. Il y a un petit souci de micro. Ah, ok. Merci. Ah ben ça y est, ça remarche. Voilà, et donc ces différentes rencontres, elles se déploient au travers d'espaces qui sont très différents, avec des compétences très variées, qui vont venir être convoquées autour du projet. Donc, en tout cas, je dirais que collectivement, on s'attache à ne pas trop non plus se mettre à distance d'une posture d'animation, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les paysagistes sont aussi des animateurs et des animatrices, même si c'est un mot qui est parfois entendu comme pas forcément très positif, alors qu'en réalité, cette manière d'animer un esprit collectif va être une sorte de talent qui permet de mener à une réalisation commune. Nous, on y voit aussi la possibilité vraiment de pérenniser des espaces, de pérenniser des pratiques, puisqu'on considère que les espaces sur lesquels on travaille sont vivants. Il faut qu'aussi il y ait un relais qui puisse être pris, une manière de s'en occuper qui puisse être intégrée, cultivée collectivement. Donc tout ça se passe dans le moment du projet et ensuite dans le moment de sa réalisation, où on va façonner une culture commune autour d'un espace ou plusieurs, et où on va ensuite en faire une création originale. Ce livre sort, enfin, il raconte donc, toutes ces expériences, mais à notre plus grande joie, il y a d'autres expériences qui se passent et qui nous prolongent et qui nous échappent, évidemment, et c'est encore mieux. Des étudiants, enfin anciens étudiants, partent faire des tours de France en vélo, de reconnaissance de chantiers, de bureaux d'études, de savoir-faire. Des anciens ou même des jeunes en cours d'études se mettent en collectif et suscitent des commandes, les créent ou répondent à des attentes pour essayer de retrouver, à partir de gestes simples, à partir d'un certain dépouillement, d'essayer de retrouver le sens de leur attitude dans le projet de paysage. Et pour nous, c'est vraiment important que le relais se passe doucement et que finalement ce livre c'est juste une étape qui parle d'expériences qui sont maintenant passées, mais que maintenant c'est à tous d'inventer la suite. Merci. Juste pour vous dire qu'on a présenté ces quelques traits communs, on a vraiment à cœur de partager avec vous. On vous invite à nous parler aussi maintenant. Alors, je vais donner mon point de vue sur ce livre qui me touche beaucoup. Présente-toi, Bernard. Le processus a été... alors, l'équipe m'a demandé d'accompagner leur projet, parce que c'était vraiment un projet plein d'énergie collective. J'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres, mais tout restait à faire. Et il fallait faire face, c'était pas du tout évident. Donc ils m'ont demandé un coup de main pour donc les accompagner sur tous les plans, ce que j'ai fait avec en y mettant toute l'énergie dont j'étais capable. Et en même temps, tout le plaisir, je voudrais souligner le plaisir que ça m'a donné. Je me souviens de la première séance dans une salle de cours au muséum, et avec un tour de parole très long, parce que chacun cherchait ses marques. Et puis... fabriquer un ouvrage collectif, déjà, c'est un truc complètement infernal, à toutes les étapes du processus. Faire ensemble, alors vraiment, vous en avez magnifiquement parlé,
C'est un métier, dans ce métier magnifique et difficile, je crois que c'est très important de mettre en balance les deux repères. Faire ensemble un livre, c'était encore pas complètement évident. Mais il y a eu une intelligence du groupe, une manière de faire fructifier tout le temps. Et donc le résultat est là. On pense évidemment énormément à Marc aujourd'hui. On peut dire l'âme du livre, hein, Marc, avec ses exigences aussi, ses colères aussi, parce que je peux vous dire que faire équipe avec l'éditeur, ça n'a pas été toujours rigolo ni évident tous les jours. Je pense que c'était très, très important, malgré tout, de jouer la carte d'une édition très professionnelle. Parce que ce livre, outre le fait qu'il est bourré de qualité sur le retour d'expérience, mais en plus, il est beau. C'est un livre de professionnels, de jeunes paysagistes professionnels et de moins jeunes. Et c'est un livre qui, malgré tout, a été très soigné par l'éditeur. Alors, il faut savoir attendre les bonnes choses, même si c'était des fois très, très long. Une dernière chose, moi, qui m'a vraiment marqué beaucoup, c'est l'histoire de ce livre, avec l'élan de jeunes professionnels, vraiment de jeunes professionnels, qui sortaient de cette école avec une expérience extrêmement puissante de leur formation, dans l'articulation de l'écologique et du social. Hein. Faire avec le vivant sur tous les plans, le vivant végétal, le vivant animal, le vivant écologique et le vivant humain. Et donc, confrontés à leurs premières expériences professionnelles, c'était pas du gâteau. Et l'idée, en fait, est venue d'eux. Et ils ont provoqué, on peut dire, leurs profs, bien aimés, pour faire retour ensemble. Donc, un collectif intergénérationnel. Alors ça, c'est magnifique. Dernière chose, je vais lâcher le micro bientôt. Pour moi, ce livre, avec ses valeurs, ses savoir-faire, ses exigences extrêmes, ses talents valorisés par ce qu'on fait ensemble, par-delà tout ce qui gêne les collectifs, est d'une actualité absolument brûlante. Alors vraiment, qu'on se le dise, qu'on fasse passer l'information, qu'on fasse circuler ce livre, et bravo à vous. Moi, j'aimerais ajouter deux choses. François nous a dit qu'il y avait eu 10 ans, effectivement, que cette expérience ou ce projet a démarré. Il y a 10 ans, Jacques Simon nous quittait. Jacques Simon, c'était, pour tous ceux qui ne l'ont pas connu et qui n'ont pas eu cette chance, c'était un type qui avait un culot de dingue. Il était animé par une passion, il était hyper opportuniste dans les meilleures dimensions que ce mot puisse porter. Il avait une joie de vivre, c'était un passionné. Il était animé par le monde vivant, ça on n'arrête pas de le brasser, mais par la technique aussi. Ses projets étaient extrêmement sociaux, extrêmement économes. C'est un type, il se saisissait de tout, il faisait feu de tout bois, voilà. Et il a su être un passeur à sa manière. Il aimait transmettre. Il nous a laissé une foultitude de traces de ses expériences et points de vue sur le paysage. Il aimait se revendiquer paysagiste. Et je pense qu'on lui doit beaucoup. Et donc, je ne sais pas si on est les petits de Jacques Simon, on s'en fout. C'est pas le propos. Mais c'est qu'avant que Jacques Simon, il y avait des paysans, il y avait des artisans, il y avait des gens qui travaillaient comme Jacques Simon. Et depuis belle lurette, l'homme travaille comme Jacques Simon, et comme nous tentons ou nous continuons à travailler. Et les expériences qui sont relatées dans ce livre-là doivent donner la foi à notamment, et là je m'adresse vraiment aux jeunes, parce qu'évidemment,
certains m'ont croisé là tout à l'heure et m'ont dit notre époque, elle est rude. Voilà. Et oui, elle est rude, mais bon, je pense qu'il n'y a pas une époque qui n'a pas été rude. Il y a des paysagistes moins jeunes que je rencontre encore et qui me disent on ne peut plus travailler comme Jacques Simon a travaillé ou comme vous aimeriez qu'on travaille. Moi, je pense tout à fait le contraire. Voilà. Je pense que peut-être que certains ont du mal, n'ont pas la capacité à le faire ou l'envie de l'apprendre, mais finalement, c'est assez facile. C'est assez facile, si tant est qu'on a envie de réunir les bonnes énergies et de savoir s'y prendre. Et si cet ouvrage permet à ceux qui auraient envie d'aller dans cette voie d'apprendre un peu mieux, sachant que les auteurs principaux de ce livre qui ont écrit ont également d'autres auteurs qui ont contribué à ces expériences par le terrain, eh bien on est tous contactables. Hein. Et si certains ont besoin de référents humains autres qu'un livre, et je ne dévalue pas du tout la valeur d'un livre, hein, et évidemment on est encore, et de moins en moins d'ailleurs, très attentif à un tel média. Voilà, on est là, et les projets qui sont relatés ici sont des projets anciens. J'aimerais dire qu'il y en a qui ont disparu, parce qu'il y a eu la bêtise ou la méchanceté d'autres équipes municipales qui se sont fait un malin plaisir à détruire ce qu'avait fait la précédente équipe, par exemple, ou parce que l'entretien ou les principes d'aménagement que l'on a tenté de transmettre l'ont mal été ou n'ont pas trouvé les bons relais. Donc, de tous ces projets-là, certains, voilà, il n'y a plus grand-chose. La seule chose dont on n'arrivera jamais à faire disparaître, c'est la mémoire, et en tout cas les bons moments passés à faire œuvre commune. Voilà. Je peux vous dire que la manière dont on travaille dans le cadre de ces projets, et Gabriel, ça fait partie d'ailleurs des petites phrases qu'il vous a dit, notamment sur la convivialité, le partage des repas, l'organisation en général, eh bien, ça, personne n'est capable de détruire ces bons moments d'échange et de chaleur humaine. Voilà. Bon, j'arrête là. Et j'aimerais bien entendre les élèves. Ouais, je me demandais si tous ces projets avaient changé un peu la façon dont les commandes sont passées auprès des paysagistes, et s'il y a des maîtres d'ouvrage qui attendent d'une autre façon, par exemple, allier conception et création, et si ça avait un petit peu infusé. Non, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil. Et à la limite, tu écoutes les enseignements aujourd'hui, tu peux très bien partir sur complètement une autre voie. Tu peux passer complètement à côté. Oui, parce que les gens avec qui on a travaillé sont contaminés, et nous aussi. Donc il y a des changements. Ce n'est pas des changements, je veux dire, qui sont très spectaculaires, mais il suffit encore une fois de regarder comment se positionnent les étudiants, et de voir que vous tendez vers des idéaux qui se rapprochent de ceux qu'on a pu décrire en termes de réalisation. Donc ces changements-là, ils sont toujours en graines, ils apparaissent de temps en temps, ils disparaissent, et ces changements-là sont fondamentaux. Et oui, parce que maintenant, on se retrouve dans d'autres écoles, et donc ça se contamine aussi comme ça. Et moi, je voulais dire aussi que, malgré tout, tu as raison, c'est assez discret. Il y a une forme de norme du projet qui existe encore de manière très forte dans en tout cas, les phasages construits. Après, il y a aussi des structures, notamment les CAUE, qui font beaucoup d'expériences pour accompagner les maîtrises d'ouvrage, pour créer des nouveaux types de projets. Je pense en particulier, parce que c'est mon expérience récente, mais au CAUE du Finistère qui a travaillé, et toi tu as travaillé avec aussi Camille, sur un cahier des charges de conception-réalisation, d'ailleurs venu de personnes du CAUE qui sont architectes et paysagistes, je pense, les deux, parce qu'aussi en architecture, il y a ces questions-là qui sont en émergence depuis longtemps, et d'ailleurs avec des traits et communs et différents au vu, bien sûr, des disciplines dans lesquelles on travaille, mais en tout cas, je pense que récemment, on aperçoit aussi des professionnels et du côté des maîtrises d'ouvrage qui
travaille à réfléchir comment ces nouvelles commandes pourraient être fabriquées, et que c'est intéressant justement, par exemple, de voir ces nouveaux cahiers des charges émerger. Ça nous fait un grand plaisir de voir que notre métier, dans son acception complète, pour nous, peut commencer à être connu. Je pense que de voir, par exemple, une mission de conception-réalisation arriver, ça nous fait bien comprendre l'ampleur de tout ce qu'on peut réaliser en tant que concepteur, conceptrice, au-delà juste de la conception. En tout cas, c'est pour dire qu'il y a il y a des choses qui arrivent quand même du côté des maîtrises d'ouvrage. Et aussi parce qu'en tant que professionnel, on peut apporter aussi des propositions nouvelles. Enfin, là, je parle du côté maîtrise d'œuvre, ou en tout cas conception, etc. Les deux se nourrissent. C'est pour compléter ce que dit Meryl. Cette personne dont on parle au CAUE, à l'origine, elle était plutôt de notre côté à nous, quoi, sur les chantiers, sur les projets. Et en fait, c'est un peu une manière de remonter la chaîne alimentaire, quoi. C'est de se retrouver dans les structures qui aident les collectivités ou les communes à formaliser des commandes. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors après, il faut avoir envie d'y aller, mais c'est-à-dire que toutes et toutes, on peut... en fait, ça marche bien, quoi. C'est-à-dire de basculer de ce côté-là. Donc, il y a les maisons de l'architecture qui sont assez réceptives pour certaines. En Normandie, notamment, il y a des résidences comme ça qui sont organisées dans les CAUE aussi. Donc, c'est une des manières de fonctionner et ça marche bien. Donc, on est venus, certains d'entre nous, avec des idées. Et on a commencé l'année dernière, en tout cas pour moi, avec Camille. Et c'est devenu des idéales. Et là, c'est avec un peu d'émotion que on a envie de se lancer aussi dans cette expérience avec vous. Donc voilà, on va le faire au culot. Bon, c'était juste pour dire, puisque visiblement il y a pas mal d'étudiants aussi, et c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc moi je fais partie de ces gens qui sont en CAUE aujourd'hui, et donc le 37. Et c'est pour vous dire aussi qu'il y a effectivement il y a beaucoup de choses qui bougent, et notamment regardez la clause culture, pardon, je vais y arriver, clause culture qui a été présentée dernièrement au Sénat. On va rebaisser. Donc oui, il y a des éléments aussi comme ça qui veulent intégrer la question de la résidence, la question de l'intégration d'une dimension artistique dans les projets, qui vont tout à fait dans le sens de ces utopies rustiques. Donc voilà, il faut qu'on ait beaucoup d'échanges. Ça faisait partie un petit peu des questions, enfin des choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir aussi suite à votre présentation, c'est-à-dire sur la problématique effectivement de la commande. Et quels sont alors peut-être les changements que vous avez perçus, mais surtout profiter aussi de ces moments-là pour, de manière très concrète, exprimer ce qui pourrait aider, ce qui pourrait accompagner, enfin comment nous, institutions, on peut accompagner ce changement. Par exemple, dans le 37, très clairement, il n'y a pas d'obligation à faire appel à un paysagiste normalement pour des projets d'espace public lambda où on n'est pas vraiment sur du paysage, et la situation du CAUE 37 est un peu particulière. On est mélangé avec l'agence technique, donc on accompagne la partie juridique aussi, et donc on a décidé par exemple que dès lors qu'on était dans ces projets où le paysage était partie prenante totalement, on avait un paysagiste qui était mandataire. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas du VRD, c'est pas, voilà, c'est le paysagiste qui est mandataire, point barre. Donc ça fait partie des choses qu'on essaie tous de mettre en place, mais effectivement, les retours sont importants. Donc là, je suis dans la salle, il y a vous, dans vos expériences, si vous avez des idées de choses qui peuvent aider à travailler cette commande publique différemment, on est évidemment à l'écoute toujours. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Anne-Cécile Jacot, je suis paysagiste aussi, et aussi une fervente admiratrice. Bravo pour cet ouvrage qui fait chaud au cœur à lire. C'est précieux de l'avoir.
Peut-être qu'une des pistes, c'est aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même d'aller les chercher, ces affaires-là. Une fois qu'on les a et qu'on est sur le chantier, avec les habitants, c'est très précieux ce qui se passe et c'est incommensurable. Et en même temps, c'est très compliqué de les chercher, de les obtenir. Il y a besoin d'un grand travail de confiance, vous en parlez aussi, de travail auprès de la maîtrise d'ouvrage et d'établir aussi un chiffrage. En fait, c'est là aussi la difficulté. Quand on sort de l'école, moi je me rappelle le truc le plus difficile que j'avais eu à faire, c'est comment donner une valeur financière à son travail. Mon Dieu, l'enfer. Je veux dire, c'est vraiment très très difficile à faire ça. Quel prix jour on se fait, combien de jours ça va nous prendre. Ah oui, mais en même temps, c'est au montant de travaux, c'est en pourcentage de montant de travaux. Comment on fait tout ça ? C'est très compliqué. Moi, je sais que je me suis tournée vers François, qui m'a beaucoup aidée au début, et heureusement que j'avais trouvé un appui. Donc, c'est pour ça que je rejoins aussi l'appel d'Olivier je pense qu'il faut en effet déjà pas hésiter à aller chercher des plus anciens quand on a besoin d'aide au démarrage. C'est précieux. Et il faut, je crois aussi, une des grandes pistes, c'est de mesurer au temps de travail. Moi, je crois que notre profession, elle a du mal c'est difficile de vivre de notre profession, ça met du temps. Et en fait, de passer par une explication auprès de la maîtrise d'ouvrage que faire un plan, le reprendre, faire des réunions, commander les plantes, faire le plan de plantation, négocier, aller chercher en pépinière les plants, faire la réception, organiser le chantier, prévoir qui fait quoi pour le repas, savoir qui fait quoi dans les groupes, etc. Comment on organise, combien de temps ça va nous prendre, qui encadre, qu'est-ce qu'on met comme place de sécurité. Vous voyez tout le... Et en fait, tout ça, c'est du temps. Donc, pour moi, il faut se faire payer au temps et il faut essayer de mesurer ça. Et quand on a un déroulé fin et précis de ce que ça comporte comme travail, alors on peut mesurer vraiment et on peut convaincre, en fait, aussi des maîtrises d'ouvrage de s'engager auprès de nous sur ce type de chantier. Donc, il faut être assez pragmatique aussi et passer par des contrats qui sont très précis sur le temps qu'on peut passer. Je ne sais pas ce qu'en pense. Je sais pas, peut-être c'est une piste que vous avez développée aussi, que j'ai pas encore toute lue, mais il me semble que ça, c'est une vraie piste qui est beaucoup plus concrète que ce qu'on nous demande dans des marchés de travaux plus importants où on est en centaines de milliers d'euros sur des aménagements et on a un montant à la fin d'honoraires, mais on n'arrive pas trop à le traduire et c'est très difficile de savoir comment on vit de ça, en fait. Là, sur des projets comme ça, pour moi, c'est un argument majeur, c'est le temps passé. Donc moi, je rebondis sur les CAUE, parce que je suis CAUE 27, et je voudrais reprendre un peu tout ce qui a été dit de ci, de là, parce que en tant que co-commanditaire de certains ateliers Conduire le vivant qui ont eu lieu dans l'Eure, je peux dire l'impact que ça a de voir débouler des étudiants qui invitent les élus à regarder autrement leur environnement pour imaginer autrement leur évolution et entraîner là-dedans les financeurs comme la région, l'établissement public foncier, le département. Et je trouve que il y a quand même pas mal de graines qui sont semées, qui sont en train d'éclore ou pas, selon les endroits, et que ça fait quand même changer beaucoup la maîtrise d'ouvrage sur la manière d'envisager l'aménagement des espaces publics, la reconversion des friches, surtout en milieu rural, là où il n'y a pas la dynamique économique qu'il peut y avoir en ville. Et donc que ces démarches complètes de conception, d'animation, de prise en compte de l'environnement et de mixer tout ça dans un désir de vivre autrement là où on habite, ça quand même, c'est une véritable attente à la fois des habitants, des élus et des financeurs qui se disent que on ne peut pas reconvertir toutes les friches comme on les reconvertit en ville. Donc, il y a d'autres manières de faire. Et là, en tout cas, nous, dans l'Eure, à partir des chantiers qui ont été faits,
La région se pose des questions, nous demande de continuer les expérimentations, donc on vous attend, les paysagistes. Ils sont là. Merci. Ouais, on a beaucoup parlé de commande publique et en fait, il y a aussi la commande privée. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur des projets agricoles et du coup, mes clients, c'est des agriculteurs. Et dans ce cadre, ce que je trouve génial, c'est que j'ai réussi à m'affranchir de tout ce qui m'entravait dans les commandes privées, c'est-à-dire la course à l'échalote, un budget plus gros pour avoir plus d'honoraires, etc., ce qui est totalement contre-productif. Et dans ce cadre, et en plus, j'étais dans la première équipe qui a travaillé sur le transformateur en 2003, donc ça m'a vraiment donné des bases qui m'ont envie de faire ensemble, de transformer, de recycler, etc. Et tous ces trucs, j'arrive à les infuser dans cette commande privée avec des agriculteurs, parce qu'il n'y a pas de cadre, c'est nous qui créons le cadre, et en plus, on le crée ensemble, les projets. Donc, et le paysage agricole, c'est 50% du territoire français qui a été totalement abandonné par aussi les paysagistes, quoi. Donc je pense qu'on a aussi notre place là-dedans et qu'on peut se créer une autre manière de faire dans un cadre qu'on peut définir nous-mêmes. Voilà, merci. D'autres remarques, prises de parole? Bonjour. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on apprend à quantifier la matière dont on dispose dans un projet, genre la matière qu'on peut recycler, la matière qu'on peut réemployer. Encore? Ok. Est-ce que je répète tout? Ok. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on apprend à quantifier la matière dont on dispose dans un projet. Parce que, par exemple, moi je suis en DEP 1, donc on a des sortes de grands plans, on fait quelques visites sur site, mais c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on peut réemployer, si on détruit des trucs, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces déblais. Donc voilà, comment on apprend? C'est une très bonne question. C'est une des choses quand on parle d'état des lieux qu'on apprend à faire. Alors, dans l'enseignement, dans les ateliers de projet Conduire le vivant, par exemple, c'est un peu tout ce qu'on essaye d'apprendre aux étudiants comme démarche. Et ensuite, je pense que dans la vie professionnelle, petit à petit, on s'aguerrit avec l'expérience à le faire. Après, cet inventaire, il nécessite justement, on parlait du temps, il nécessite un temps très long. Enfin, très long. Oui, ça dépend des endroits, mais c'est vraiment cette histoire de quantifier, elle n'est pas si complexe, elle est juste assez longue et elle demande vraiment à pouvoir faire un plan détaillé des sols, de remarquer où passe la fissure sur l'enrobé, de faire peut-être une fosse, un trou pour pouvoir quelle épaisseur fait cet enrobé et ensuite savoir quelle surface cet enrobé fait. Et si on le découpe, par exemple, en dalles de 40 par 60, combien ça va représenter de dalles? C'est des calculs, mais qui ne sont pas si complexes, par contre, qui demandent quand même un certain temps long. Là, je prends l'exemple d'un enrobé qu'on voudrait réutiliser, par exemple, ce qui commence à se faire de plus en plus. Si on a un mur qu'on va démonter, il faut compter le nombre de briques, de parpaings, de pierres, leurs dimensions, les mesurer avec un mètre et les noter, ces dimensions sur un papier et ensuite faire un déroulé de ce que ça représente en quantité. Enfin, tout ça pour dire, et pareil pour un arbre qu'on va abattre, il faut savoir le mesurer, essayer de repérer combien ça représente en volume et tout ça. Bon, ça pourrait être très long, on peut faire un peu tout, mais cet exercice-là, il est pas si complexe, mais long. Il nécessite d'être sur place, souvent au moins à deux quand même, c'est bien pour avoir de quoi étendre un décamètre, pouvoir quelqu'un qui note et quelqu'un qui décrit. Enfin, c'est des techniques de travail en fait qui s'acquièrent au fur et à mesure, puis qui donnent lieu à un état des lieux fourni qui va inventorier tout ça, souvent sous forme d'un document en fait, un livret, quelque chose. Mais en faisant ça, ce qui est important, c'est qu'on est aussi déjà dans qu'est-ce qu'on va en faire. C'est ça me donne une idée. Tiens, en fait, on en a tellement, ça pourrait faire tel ouvrage, telle forme. En fait, et si on enlève ça, on voit la qualité de la terre qui est en dessous. Enfin, c'est déjà un moment où on fait du projet quand on fait ça, en fait. Et c'est aussi ce qu'on défend quand on doit défendre le temps qu'on doit y passer. C'est qu'en fait, c'est déjà un moment où on est en train de concevoir ce qui va exister et où on gagne un temps énorme, en fait, après aussi. Parce que
se mettre à concevoir une esquisse, mettons un dessin sur un plan sur lequel on n'a pas toutes les informations, c'est extrêmement difficile et en fait ça demande aussi beaucoup de temps finalement. Mais c'est vrai que c'est des méthodes de travail qu'il faut pouvoir défendre dans des missions qui ne sont pas forcément façonnées pour ça et dans lesquelles il faut défendre un temps de travail relativement et de la présence sur place aussi pour pouvoir le faire. C'est des temps qui sont pour l'instant pas tellement décrits dans des missions classiques de maîtrise d'œuvre, par exemple, mais qui n'est pas du tout interdit de proposer. Voilà. À propos du temps, on a fait des expériences basées sur le temps, par exemple avec Olivier Jacquemin à Nancy. À Nancy, on avait dit on ne va pas planter, on ne va pas fournir de matériaux, rien du tout. On fait avec ce qu'il y a. Donc, c'est très séducteur, mais c'est pas convaincant. Et on leur a dit on va faire un essai. On fait un essai d'1 semaine. C'est au pif, on sait quand même ce qu'on va faire, parce qu'on s'est baladé sur le terrain, on a fait un état des lieux, on a bien vu ce qu'on pouvait faire. Mais même si on ne sait pas bien, je veux dire qu'après, on ne travaille pas tout seul. Alors on a dit, 1 semaine, nous deux, 1 semaine, ça coûte tant, mais il nous faut des outils aussi. Il nous faut 1 semaine de pelleteuse, une semaine pour 2 bûcherons, je dis n'importe quoi. 1 semaine de broyeur, et puis voilà, on va faire cet essai avec ça. Alors ça, c'est très chiffrable, parce qu'une entreprise sait ce que ça coûte 1 semaine de pelleteuse, et nous, on fixe un prix aussi de prestation. Mais quand on dit 1 semaine, nous deux, c'est pas à surveiller le chantier, c'est à mener les gens et les machines et les entreprises. Du fait que c'est un essai, c'est une aventure qui est jouable. Le risque est limité. Le commanditaire, il va prendre un risque sur 1 semaine. Et en général, on le voit bien quand on fait comme l'atelier Conduire le vivant. Au bout d'1 semaine, quand on présente ça au maître d'ouvrage, c'est toujours convaincant. D'ailleurs, la présentation se passe sur le terrain pour les élus et différentes personnes de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Oui, j'aurais rajouté la même chose, c'est que les essais que l'on fait, enfin tout ça, c'est jamais que des essais, mais c'est des essais qui se composent les uns avec les autres et qui finalement permettent à la fois d'apprécier le projet final que l'on vise, mais aussi d'acquérir pour chacun de nous une expérience dans le regard et savoir un peu où on va, de manière pas forcément exprimable, mais aussi beaucoup plus intuitive. Donc au début, on ne sait pas, comme dit Anne-Cécile, on ne sait pas, on a tous merdé, mais c'est pas grave, il faut se servir aussi des vieux qui sont là, qui peuvent vous donner des coups de main, et puis se planter, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, mais l'énergie que l'on met pour contrebalancer ce qui pourrait être une erreur ou pour réparer cette erreur ou pour ne pas tomber quand on fait un pas, pour renchaîner sur un autre pas, et bien cette énergie-là, elle se transforme en quelque chose d'abouti, forcément. Donc, il ne faut pas être trop non plus exigeant, pas dire « faut que je sache tout avant de commencer », mais il faut simplement se lancer et se faire confiance. Souvent, c'est payant, en fait. Enfin, oui, c'est juste pour rebondir à ce que tu disais aussi. Quand même, globalement, à chaque fois qu'on prend qu'il y a des prises de risques comme ça, c'est un peu mesuré. Et c'est toujours payant. Enfin, ça donne toujours mieux que ce qu'on s'attendait. Enfin, en tout cas, c'est un principe qui fait ses preuves, moi, je trouve. Il faut juste cadrer ça, ce droit à l'erreur, en fait, hors de l'école, quoi. Essayer de le faire dans le cadre d'une commande. Mais ça vaut le coup, quoi. Oui, alors merci parce que c'était totalement enthousiasmant tout ça.
Mais moi, je me demandais, oui, vous nous parlez énormément de la conception et de la réalisation, et les gens ont l'air hyper enthousiastes, et tout ça, c'est collectif, et enfin, ça donne très envie de continuer ces histoires de paysages, mais je me demandais comment, dans la gestion, vous faites pour que ça reste collectif et plein d'enthousiasme, parce que une fois qu'on a pondu l'œuf, là, c'est super, mais qui est la maman poule? Enfin, comment on fait pour que ça continue à être dans la joie, tout ça, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr que après l'essai, s'il n'y a pas de suite, si ça passe entre les mains des services d'entretien, on a beau faire un descriptif de l'entretien comme on le souhaiterait, nos souhaits sont souvent atypiques pour une entreprise. Après, le Transfo, par exemple, c'est passé de l'essai à l'association. C'est-à-dire que c'est même le département qui nous a demandé de faire une association pour assurer le maintien de ce truc particulier, quoi, qu'on ne pouvait pas confier à une entreprise, quoi. Ou alors il faut faire des descriptifs, et plein de malentendus, en fait. Je sais que ça s'est pas fait, mais à Nancy, on aurait aussi aimé que une association prenne le relais avec le même rythme que nous. Le rythme de Nancy était intéressant. C'était une semaine au printemps, une semaine en fin d'été. Je simplifie, 2 semaines en hiver parce qu'il y avait la question des bois. Et une entreprise pourrait proposer, une association pourrait proposer de travailler comme ça au maître d'ouvrage et lui dire, ben voilà, on vient et on fait les travaux au rythme de 2 semaines en hiver, 1 semaine au printemps, 1 semaine en été, 1 semaine à l'automne. C'est des trucs qui intéressent les élus, ça, quand même. Les associations sont importantes pour la suite, je pense. Autrement, ouais, au moins, mais même, je ne veux pas embêter Olivier, mais toi, tu étais tout seul à prendre la suite à Nancy. Et ben voilà, il a manqué une association. L'exemple nancéen est passionnant parce que, initialement, Alexandre Chevetov, dans le cadre de son projet en rue, appelle Gabriel, avec qui il avait déjà travaillé sur Grenoble ou ailleurs, ou à Nantes, et puis il lui dit, voilà, j'ai un cas un peu particulier, j'aimerais bien t'associer et puis avoir ton savoir-faire. Et Gabriel n'était déjà pas tout jeune, hein, je suis désolé de le rappeler, mais ça fait partie de cette histoire de la transmission. Et comme j'ai été l'élève de Gabriel, j'ai enseigné avec Gabriel, et puis on a des affinités et des pratiques communes, et il m'a contacté dans l'idée que son passage à Nancy allait être de 3 ans, et que j'allais être le relais de l'histoire. Et donc il y a eu tout un tas de chantiers participatifs, pédagogiques et expérimentaux de menés là-bas, qui ont fait tout un tas de petits rebonds sur la communauté urbaine du Grand Nancy. Et puis, donc à partir de 2012, quand Gabriel a pris sa retraite, je me suis retrouvé seul à piloter les chantiers d'entretien. Là, on n'était plus du tout dans une phase d'aménagement. Et c'est en ça que je pense que c'est très important que vous vous rendiez compte qu'on peut s'éclater avec l'entretien, si tant est qu'il soit créatif, toujours remis en question. Voilà. Le brassage de la matière et de l'espace se fait, c'est un jeu incessant et passionnant. Il n'y a pas lieu de se prendre la tête sans cesse à repenser les choses profondément. Les remanier même par toutes petites touches peut être passionnant. Alors après, parfois, au cours de l'histoire, ça peut réclamer des grands chambardements, et c'est aussi passionnant. Mais si Nancy s'est arrêtée, c'est pas parce qu'il y avait une association. J'aurais bien aimé, et j'avais demandé à ce qu'il y ait une association. C'est parce que simplement, moi je me suis rendu compte déjà que j'étais l'élément finalement le plus permanent de l'histoire, et
c'est bon, le Covid est passé par là, mais 6 mois après le Covid, eh bien, le directeur du service Espace Vert, qui nous avait accordé une confiance inouïe, et toutes ces équipes étaient ébahies à chaque fois qu'ils quittaient les lieux après une journée passée en notre compagnie, et puis la compagnie des entreprises également, eh bien, il y a eu changement de direction. Voilà, tout bête. Et quelqu'un, malheureusement, à la tête d'un service qui n'avait pas bien compris les principes de ces aménagements et avait en lui une autre version des choses et de la conception. Voilà, c'était moins sérieux que ce qui se faisait dans une commande classique attribuée à des paysagistes, d'un point de vue formel également. Probablement, dans notre pratique, invitions-nous également la maîtrise d'ouvrage à prendre des risques mesurés. On autorisait que les feux soient allumés jour et nuit dans ce parc. On pouvait y cuisiner, on pouvait y pratiquer tout un tas de choses, y construire, couper des arbres, bref. Et donc là, il y a eu changement de direction. Eh bien, patatrac. Voilà. J'y suis pas retourné, je voudrais y retourner, là, voir comment, parce que j'ai, parmi mes compagnons de travail que tu as connus, Gabriel, et qui sont, eux, restés à peu près permanents, même si au fil des ans, ça évolue, ils m'appellent, ils me disent, mais comment peut-on te faire revenir? Je lui dis, changer de direction, quoi. Bon, laissons l'histoire nancéenne. Je voudrais te répondre peut-être, ou en tout cas faire un message aux élèves. Ne soyez pas trop pressés de revendiquer le titre de paysagiste, et encore moins celui de concepteur. Soyez avant toute chose artisan. Utilisez vos mains, vos têtes, que vos mains soient prolongement de vos têtes. Faites de la maçonnerie, coupez du bois, soyez constructeur. Entretenez l'espace, ménagez-le avant de l'aménager. C'est essentiel. Soyez bienveillants à votre égard, bienveillants à l'égard des autres. Respectez le collectif, ayez un sens du collectif. Faites en sorte que tous les projets que vous allez brasser soient chaleureux. S'il y a bien une valeur à défendre aujourd'hui, c'est la chaleur humaine. On peut être égoïste et travailler dans son coin et être hyper perso et découvrir des expériences fabuleuses. Moi-même, j'adore être face à moi-même et à tenter d'avancer et puis de résoudre des problèmes. Mais dès que je suis avec les autres, mais je m'éclate. Qui parlait du monde agricole? Le monde agricole, il n'a pas besoin de paysagistes. Et ça fait des lustres qu'il travaille de cette manière-là. Et aller vers les agriculteurs, les projets dits agro-silvo-pastoraux sont extraordinaires. Extraordinaires. Allez-y. Et moi, tous ceux qui seraient passionnés, parce qu'actuellement, c'est vraiment cette voie qui me passionne et qui m'oriente, tous ceux qui auraient envie de prêter main forte à des projets collectifs agricoles, levez la main. Vous serez défrayés, ça je m'y engage, vous serez gratifiés, je m'y engage, et avec toute votre ignorance, votre maladresse, eh bien vous avez votre joie de vivre, vous avez la petite lueur qui est en vous. Voilà quoi, vous avez une énergie fabuleuse, vous êtes spontané, vous êtes naïf, c'est magnifique quoi. Et peut-être juste pour te répondre sur cette question aussi de la suite, après un chantier, après plusieurs chantiers, après une phase de projet, en tout cas on peut dire intense, c'est quand le projet doit prendre un peu sa vie plus courante, on va dire. Il y a plein de paramètres qui sont quand même... Alors on parlait tout à l'heure, au tout début, de réunir un collectif de travail qui réunit les professionnels et les non-professionnels autour d'un projet. Je pense que ça, c'est quelque chose qui permet d'anticiper la suite dès le démarrage du projet. Peut-être parce que justement les habitants usagers vont pouvoir s'investir dans ce qui se passe et peut-être habiter, continuer d'utiliser les lieux. Il y a aussi certains projets dans lesquels ces habitants et usagers sont les commanditaires. Et c'est aussi cette nouvelle place peut-être pour des associations, pour des collectifs citoyens à trouver dans des projets. C'est très difficile dans des projets d'espace public parce que la maîtrise d'ouvrage est souvent l'institution propriétaire du terrain, mais il y a aussi des collectifs ou des associations qui ont des envies, des besoins, et qui a peut-être aussi des formats à trouver pour que, en tout cas, le rôle de commanditaire puisse être un peu partagé, ou que ces collectifs et associations puissent avoir le droit à la décision dans ces espaces-là.
parce que c'est aussi eux et elles qui sont en capacité de, après, prendre le relais de l'esprit du projet. Alors, soit pour en faire l'entretien, soit pour la vie des lieux. De la même manière, travailler avec les services qui vont être concernés par l'entretien des espaces dans le cadre d'espaces publics, les services techniques, les services parcs et jardins, enfin tous ces services qui sont chargés de l'entretien des lieux. C'est une manière, alors qui n'est pas, comme le disait Olivier, toujours garante du fait de pouvoir poursuivre derrière ce qu'on a fabriqué dans ces chantiers, mais qui en tout cas met un peu toutes les chances de notre côté, parce qu'on ne va pas livrer un projet à la fin à des personnes qui n'en ont jamais eu connaissance. Et puis, je pense que, en tout cas, pour partie d'entre nous, on exerce aussi en tant que paysagiste habitant quelque part, que souvent on n'est pas bien loin, que souvent on a des missions un peu longues qui peuvent se poursuivre sur des suivis, par exemple, ou des missions plus ponctuelles au fil des années qui poursuivent la vie du projet. Donc, en fait, tout ça, c'est des moyens d'essayer de semer des graines plus pour travailler sur un temps assez long, défendre des missions plus longues aussi, ou qui sont plus longues dans le temps, mais pas forcément plus longues dans la dimension de la mission, mais par exemple 2 visites de suivi par an pendant 10 ans. Enfin, je sais pas, des choses comme ça qui sont à inventer dans les missions qui peuvent exister pour les paysagistes. C'est aussi des possibilités de pérenniser les projets, d'en tout cas veiller dessus. Je voudrais compléter, Pénélope, ta question va loin, c'est pour ça qu'on prend du temps pour y répondre, sur cette question de gestion. Mais il y a un article qui traite vraiment de cette gestion dans le bouquin, c'est sur Naveil. On a commencé avec l'association Chifouni juste par la gestion, parce qu'il n'y avait pas de sous pour la création. Donc il y avait une espèce de grande steppe complètement nue, et comment on la gère et comment, en plus, la question qui était posée, comment on la transforme en parc. Et donc, uniquement par la gestion, on a jeté les bases d'un parc. On est venu plusieurs fois, plusieurs jours par an. Comme disait Gabriel, c'est des époques qu'on essayait de choisir pour faire les foins, enfin pour couper l'herbe et en faire quelque chose de cette herbe. C'est des périodes où on a monté les totems, comme on a vu tout à l'heure, sous forme de triangle avec les grandes perches en acacia. Enfin, c'est des exemples de ce qu'on a fait, mais progressivement, on a installé ce parc, ce lieu, uniquement par la gestion. Il n'y a pas de rupture entre la conception et la gestion, c'est la même chose finalement. Et si on réfléchit bien à notre rôle, on n'est jamais que des moments où on donne une impulsion, une accélération ou un coup de frein sur des évolutions. On est des gestionnaires. En fait, moi, mon approche, c'est que, mais ça vous rejoint, hein, c'est que quand je travaille sur un projet de paysage, quel qu'il soit, que ce soit avec des agriculteurs, une commande publique, une association, les gens qui vont prendre soin du lieu, ils participent à la conception. Et moi, je les accompagne. Donc, il y a une transmission, on fait ensemble, il y a une transmission, et puis on va échanger sur les pratiques des paysans, un service technique. Je vais aller les voir, même si c'est pas dans le cahier des charges. Je vais les soumettre, je vais aller les voir, je vais passer une journée avec eux pour voir comment ils travaillent, quels sont leurs outils, etc., etc. Et du coup, je vais le prendre en compte parce que c'est un facteur. Je peux les emmener ailleurs, mais c'est aussi un facteur limitant. Si je propose un truc qu'ils peuvent pas gérer, ils pourront pas en prendre soin, quoi. Donc, j'essaye aussi d'adapter le projet à leur propre savoir-faire et pratique. Voilà. Moi, je me posais une question parce que c'est un problème auquel on a dû faire face un peu là au premier semestre. C'est comment on fait pour garder cette chaleur et cette collectivité quand on doit répondre à des commandes d'entreprises privées et d'ampleur nationale qui cherchent vraiment à... Enfin, c'est peut-être d'abord le profit avant la collectivité et la chaleur humaine. Enfin, comment on fait pour proposer des projets encore humains, on va dire? Moi, je pense que pour répondre à cette question très très importante qui redouble la vôtre, ce que ce livre enseigne d'un projet à l'autre, d'un chapitre à l'autre, c'est la nécessité non seulement de bien comprendre le vivant, animal, végétal, mais aussi
le contexte social à toutes les échelles, sociopolitique, les habitants aussi, bien comprendre où s'insère le projet et par ailleurs, évidemment, l'enthousiasme collectif, mais aussi savoir affronter, collectivement c'est mieux, c'est quand même plus fort, mais affronter les difficultés parce qu'elles surgissent de partout sur les projets. Donc bien comprendre socialement où on met les pieds. Elle est hyper forte ta question, et je pense qu'elle est très profonde aussi, parce qu'en fait c'est une vraie, ça peut être une vraie souffrance aussi en fait d'être en désaccord dans son métier avec ce qu'on nous demande de faire ou la question qui est posée. Et en fait, il faut jamais perdre le fil de ce pourquoi on fait ça et ce qui fait sens. Et en fait, nous, les paysagistes, on est en capacité de rappeler ça en permanence, mais ça veut dire qu'il faut le rappeler au début du projet, au cours de projet, au milieu, à la fin, sur le chantier, tout le temps en fait. Et il faut toujours se demander, attends, là on me demande quelque chose, mais ça me titille à l'intérieur, il y a un truc qui me va pas. Pourquoi et donc là, il faut faire pause. Moi, l'autre jour, en réunion, j'ai fait... Oh là, c'est horrible. En réunion de chantier, à un moment, on était en train de casser une dalle d'enrobé, tout ça. Puis tout à coup, la mère, elle était en panique et elle a dit non, en fait, ça va pas. Les gens, ils vont pas comprendre pourquoi dans ce parc, on ne change pas tout l'enrobé et on met des nouveaux jeux, et on plante, etc. Mais on garde un vieil enrobé, ils vont pas comprendre. Donc, elle dit, on change tout l'enrobé. Je dis, non, on va pas faire ça. Ça fait 1 an et demi qu'on discute ensemble sur on garde cette structure et c'est cet enrobé sur lequel les enfants de la ville ils apprennent à faire du vélo depuis 30 ans, 40 ans là-dessus. C'était la piste de vélo pour apprendre à faire du vélo. On veut garder la structure, on maintient ça. Donc il faut leur rappeler le travail qu'on a fait aussi. On était en réunion, on était en groupe, on a choisi ça tous ensemble. On va leur expliquer, ça va bien se passer, et c'est nous qui devons garder le cap en fait. Donc parfois ça peut flancher, et on est un peu hors champ, hors je sais pas quoi, hors habitude. Il faut garder le cap en fait, et rester connecté avec ce qui nous motive nous au départ en fait à faire ce boulot-là en fait. Donc ça c'est essentiel. Et par rapport à la pérennité. Pour moi, ça, c'est le propre du travail du paysagiste, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse des chantiers ou des plans paysages ou des études urbaines ou des lotissements ou je ne sais quel projet qu'on peut faire, plus ou moins glorieux, plus ou moins qui nous touche ou pas. En fait, on doit tout le temps produire quelque chose qui doit être autonome quand même. Ça veut dire qu'il faut qu'on réussisse à associer les gens qui vont faire que ça puisse être autonome ensuite, parce qu'en fait, nous, quand même, la commande publique, elle nous permet difficilement d'avoir un suivi. C'est difficile de l'avoir, ce contrat-là, des 2 visites par an, etc. Alors, parce que la commande publique, elle est comme pour les archis, on a livré, on a réceptionné, salut, c'est fini, on s'en va. Merci, au revoir, le monsieur le paysagiste. Donc, ou madame. Mais c'est aussi ça la complexité. Donc, pour moi, intégrer dès le début dans la conception, comme vous avez dit, les services techniques, les habitants, pour faire en sorte que l'appropriation, elle soit en dehors de nous. Nous, on initie quelque chose et il faut que ça soit le plus autonome possible après. Et ça, c'est notre job de savoir qu'est-ce qui va faire que ça a une chance d'être autonome. Et des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. C'est intitulé Utopie rustique. On en parle tous comme si on l'avait intégré depuis toujours. C'est vraiment génial. Il est très utile. Utopie rustique. Je sais pas, tout de suite, moi, je me suis dit, l'utopie, c'est souvent quelque chose qu'on doit atteindre, que personne ne comprend, ou qui est la créativité, etc. Et tout de suite, le mot rustique derrière, je trouve que ça apporte quelque chose de simple. En fait, c'est faisable, c'est facile, c'est ce dont on a tous besoin. Donc finalement, c'est pas une utopie. Donc finalement, c'est quelque chose donc c'est un très très bon titre et un très bon livre aussi, évidemment, qui raconte un peu l'histoire de l'école et de notre profession. Et je trouve justement qu'Utopie rustique, ça fait partie du métier de paysagiste. Enfin, c'est carrément au cœur, quoi. Et que justement, on peut le défendre en tant qu'étudiant dans les cours. On peut le défendre dans notre potager du roi, parce qu'il faut qu'on garde aussi dans ce site cette puissance d'utopie rustique. Et quand on est paysagiste, dans nos chantiers en lame de fond tout le temps, et à toutes les échelles du projet.
Et aussi, dans les projets de loi, dans tous ces travaux qu'on a avec les réseaux des acteurs du paysage pour défendre nos professions, je pense que là, aujourd'hui, grâce aux problèmes climatiques, on va dire, et financiers, les élus commencent à se dire l'économie circulaire peut nous intéresser, donc on va garder la terre sur place. On a quand même des outils là qui nous aident à parler avec les autres. On est un peu plus compris. Et le réemploi des matériaux, ça permet aussi de faire un peu plus de rusticité. Donc on a quand même un champ intéressant, en tout cas pour vous les jeunes, là, sur ce partage de l'utopie rustique avec le reste du monde, qui est quand même plutôt favorable, en fait, on va dire. Hein. Et donc, tout ça pour dire que merci beaucoup, c'était super. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai compris le monde grâce à ça, grâce à ces cours, grâce à ces phrases de Gabriel ou de Marc, mais qui, surtout pour toi, la nature ne pense qu'à reboiser. Ah bah, ce truc, quand il est entré dans ma tête, je me suis dit, tiens, mais j'aurais bien aimé l'apprendre quand j'étais en CP, quoi. Donc oui, c'est logique, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'être humain passe son temps à l'ouvrir, et pourquoi faire, etc. Et puis, conduire le vivant et le droit à l'erreur, c'est pareil, c'est des enseignements qu'on pourrait donner à nos enfants. Donc, merci beaucoup. On va terminer toutes les deux pour vous dire juste que c'est les 50 ans de notre école en 2026 et on est en train de préparer une fête le 23 mai prochain, ici au Potager du Roi. Et on compte sur vous. Ça s'appelle comment la fête ? Les 50 métamorphoses du paysage. Et c'est les étudiants qui ont inventé ça.